Alors, du coup, là, on est en mois sans tabac, comme vous le savez tous. On est à la 7e édition en France. Si on est là, c'est parce que ça marche, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a pas mal de gens qui franchissent le pas d'arrêter ou diminuer. Je dirais diminuer ou voire plus s'arrêter. Et toute la France s'immobilise au cours de ce mois afin de sensibiliser, afin d'aider, d'accompagner, donner les moyens, donner la béquille pour que les gens puissent diminuer ou voir s'arrêter. Et moi, je rassemble tout ça dans, dans une phrase qui dit appeler au changement. Comment changer? Voilà un peu un petit rappel sur le mois sans tabac, qui est un succès en France depuis maintenant 7 ans. Alors, on va commencer par que contient la cigarette, ça vous le connaissez très bien, à savoir l'autopsie d'un meurtrier, vous le connaissez, en moyenne, on a 4000 substances chimiques, dont 70 produits cancérogènes, ou bien potentiellement cancérogènes, et qui sont connus, avérés. Goudron, l'arsenic, cadmium, si on ne cite que ces trois-là ou les quatre-là. Pourquoi on fume? Pourquoi les gens fument? Alors, si on fume, c'est qu'il y a un intérêt. On ne fume pas pour rien, on ne fume pas pour s'intoxiquer, on ne fume pas pour se tuer à petit feu, on fume parce qu'il y a un intérêt. Il y a un plaisir, il y a quelque chose qu'on cherche dans la cigarette. Alors, bien sûr, pour faire simple, c'est pour se sentir bien. Bien sûr, personne ne fume. Je parle des adultes, je ne parle pas des adolescents, voire des enfants qui fument. Cela, c'est autre chose, c'est beaucoup plus un effet d'entraînement qu'on retrouve aussi au sein de l'entreprise, dans la population adulte. Mais en général, on fume parce qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de sentiments autres, on a besoin de sensations autres, et bien sûr, on a besoin de nouvelles expériences. Pour aussi diminuer ou lutter contre l'anxiété, contre l'inquiétude, pour apprivoiser notre peur aussi, notre appréhension et pourquoi pas la dépression. Dans une moindre mesure, dépression, c'est un mot aussi un peu exagéré, mais ça peut être aussi un moyen de lutter contre ce syndrome, cette pathologie qui est la pathologie dépressive. Alors, j'ai sélectionné une vidéo pour vous qui est intéressante, que vous pouvez consulter sur Internet, savoir comment fonctionne le système de récompense, le mécanisme de récompense. Alors, j'ai essayé de m'expliquer, c'est que dans notre vie, de toute notre vie, on a ce qu'on appelle le système de récompense euh, que, que peut emprunter tout ce qu'on a dans notre vie comme plaisir, comme défaite, comme bien-être, comme expérience alimentaire ou autre sportive, et c'est dans le but de sécrétion des endorphines. Et la première endorphine, c'est la dopamine. C'est-à-dire, c'est cette dopamine-là, c'est à la recherche de la dopamine que qu'on essaie tous les moyens pour avoir sa sécrétion de dopaminergique en excès. Il faut savoir que l'humain fabrique sa dopamine, le cerveau fabrique sa dopamine, et surtout, on la sécrète tout au long de la journée. C'est ce qui détermine notre aspect, notre humeur, notre bien-être tout au long de la journée. Après, cette sécrétion de dopaminergique, elle est variable selon la journée, selon ce qu'on a comme information, selon ce qu'on a réalisé comme réussite ou comme exploit ou comme travail. Tout ça, ça entraîne une sécrétion de dopaminergique. Du coup, je vous laisse pendant 2-3 minutes à regarder cette diapo, tout en sachant que toute substance psychoactive ou autre, parce qu'on a des substances qui sont très addictogènes, comme le sucre, qui est une substance psychoactive, sauf qu'elle n'est pas sur la liste des substances psychoactives. C'est un produit alimentaire, mais qui est un produit alimentaire addictogène par excellence. Voilà, participation à de nombreuses fonctions motrices, attention, motivation, mémorisation, ce système de récompense, celui qui conditionne, pas conditionné, mais du moins, il participe à notre vie quotidienne, hein, et bien sûr renforce le comportement visant à satisfaire les besoins fondamentaux. Vous savez, la pyramide de
voilà, des besoins fondamentaux, se nourrir, se vêtir, jusqu'à la réalisation du soi. Et ce système participe justement à cette pyramide qui est la satisfaction des besoins fondamentaux de l'humain. Alors, je vous laisse pendant quelques minutes. Hein. Vous entendez bien? C'est bon? Est-ce que vous entendez la vidéo? Moi, j'entends pas. Non, pas de son. Vous n'entendez pas? Non. Non. D'accord. Attendez alors. Ah, partage. Alors, je vais. Du stimuli de l'environnement, l'activité motrice, Oui. la mémoire, l'apprentissage. Alors, je refais. Hein. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse du stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messages chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple, ok, je sais mais je n'ai pas faim, la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo, au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Vous l'avez vu, cette vidéo? C'est bon? Oui, moi j'avais juste une petite question. Oui. En fait, la dopamine, elle est libérée avant même entre guillemets, de faire l'action. Par exemple, là, pour l'exemple du gâteau, la dopamine, en fait, elle a été libérée au moment où il a pensé au gâteau, au moment où il était devant le frigo, mais il n'avait pas encore mangé le gâteau. Vous avez Donc, raison. la récompense, en fait, elle était là avant même qu'il ait fait ce qui est censé lui faire plaisir. Donc, au même titre du tabac, par exemple, c'est pas le fait de fumer qui libère la dopamine. Enfin, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai compris, c'est avant qu'elle ait libéré la dopamine. Non, c'est que. J'ai mal compris, je sais Alors pas. vous avez raison, non, non, vous avez raison en partie, on va dire. C'est que la sécrétion de dopaminergique, elle commence dès qu'on remémore l'effet attendu par le gâteau, par la substance en général. D'accord. Et on atteint le maximum, du moins le sommet de la sécrétion, qui est dépendant du chemin du produit utilisé
au moment de le consommer ou de le fumer. D'accord, le summum est attendu à ce moment-là. Tout Ok. à fait. Ça veut dire rien de vous dire, voilà, je vais fumer. Vous dites, oh là là, déjà, votre Ça cerveau, commence à monter au niveau de la sécrétion, mais, tout, mais la sécrétion continue et atteint son maximum au moment où je vais fumer ou au moment où je vais manger le gâteau. du moins, il va y D'accord. avoir une mémorisation de ce qui est attendu au moment de fumer. Du coup, il y a toute une stimulation de dire, voilà ce que je vais avoir, voilà ce que je vais avoir. C'est comme réfléchir à manger un gâteau, commencer déjà à baver. Oui, Baver, c'est une préparation à recevoir la récompense. oui. C'est-à-dire, il va y avoir une sécrétion, du moins tous les stimulus sont prêts à agir, et au moment de faire l'action, soit de manger ou de fumer ou de boire, là on est en sécrétion de dopaminergique. Et elle atteint son D'accord, maximum à ce moment-là. C'est pour d'accord. ça que des fois, quand on essaie de jouer avec le cerveau à cache-cache, en lui disant ne t'inquiète pas, je vais fumer tout à l'heure, ne t'inquiète pas, je vais manger tout à l'heure, ça peut marcher parce que on l'induit en erreur. Parce que dans sa Oui, tête, en lui disant, enfin dans la tête, c'est nous, hein, oui, voilà, oui. on essaie ne t'inquiète pas, mais tout à l'heure, par contre, si on dit non, 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 pas question, ça peut générer un effet inverse, une dépression, une déprime, un énervement. Imaginez un Un enfant manque, un oui. manque tout à fait qui va se manifester D'accord. immédiatement. Un enfant à qui vous dites tu arrêtes tes jeux, je donne toujours l'exemple des jeux parce qu'on le vit nous tous dans la vie quotidienne, où Mhm. tu achètes ton portable, si tu fais si tu utilises la force, ça peut marcher aussi la force. Hein. Il peut déprimer, il peut faire une crise de nerfs, je ne sais pas ce qu'il peut faire. Et par contre, si on y arrive, je dis bien si on y arrive, ce n'est pas toujours le cas, de l'amadouer en disant ne t'inquiète pas, tout à l'heure tu vas le recevoir. Du coup, il se dira dès que j'aurai terminé ce que je dois faire, je vais recevoir la récompense. Du coup, il sera plus D'accord. calme. Vous Et voyez. si on fait ça, par exemple, au niveau de la sécrétion dopaminergique, elle est maintenue? Enfin, quand justement on essaie de Alors, jouer un elle petit n'est peu avec le cerveau comme ça. alors, elle n'est pas maintenue, mais elle est apaisée, si j'ose dire ce mot. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécrétion inverse. Vous voyez, c'est le système de renforcement et d'inhibition. Les deux D'accord, donc flèches. d'accord. Les deux Donc flèches, elle est d'accord, ok, elle est voilà, diminuée, quoi. Enfin, ok. il y a un espoir. D'accord. Il y a un espoir. C'est comme vous allez fumer, vous allez dire bon, allez, tout à l'heure, je vais pas fumer pour l'instant, je le ferai tout à l'heure. Et il y a un apaisement, il y a pas de déprime, il n'y a pas de sécrétion des substances qui vont déprimer. Ouais, et puis, il y a toujours une sécrétion de Parce que dopaminergique. voilà, dans ma tête, je vais le faire. Donc du coup, il n'y a Voilà, pas ce manque comme tout si je à ne le fais fait. pas, quoi. D'accord. Et après, ça dépend de degré de dépendance aussi, et d'accoutumance et de tolérance. Oui. Mais dans le cerveau, il n'y a pas de rupture de la sécrétion de dopamine. Parce que la dopamine, on la sécrète, là, on est bien, on est apaisé, il n'y a pas d'inquiétude. Mais il y a une Ouais. sécrétion de dopaminergique équivalente à notre aspect actuel. D'accord. Ah oui, Vous d'accord, il n'y voyez. a pas d'arrêt de la sécrétion. D'accord. Non, c'est pas, non, s'il y avait des sécrétions, on va te déprimer. Oui, on a tous, oui. Ah oui, on va imaginer les Parkinsoniens qui n'ont pas de Oui, c'est dopamine, vrai, oui, oui. qui jouent sur Mhm. la motricité. Ils Mhm. sont tristes, ils sont tremblements, akinésie. Là, oui, c'est pour ça Oui, il y qu'on a dit toujours que une sécrétion basale, quoi, qui tout à évolue en fait. fonction de justement de. Elle ne s'arrête jamais, la sécrétion dopaminergique dans notre cerveau. Elle ne s'arrête jamais. D'accord. C'est que l'humain cherche toujours l'excellence dans tout ce qu'il fait, et il veut le maximum de dopamine. Et c'est pour ça qu'on D'accord. cherche un moyen, entre autres, même si les addictions, ils n'ont pas commencé comme ça. Hein, les addictions, ils ont commencé parce que l'humain a toujours cherché dans son environnement pour pallier à sa manque de nourriture, au froid. Quand on voit un peu ce qui se passe dans les pays, du moins en hauteur, les Afghans, Népal, ils mâchent la feuille de coca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages où Oui, les hommes et les femmes ont Mhm. toujours la joue pleine de feuilles. Oui. C'est la feuille de coca pour lutter contre le froid et lutter contre la faim. Ah, d'accord, ça, je ne savais pas. Ok. Oui, je ne sais pas si vous avez déjà vu des J'ai déjà reportages. vu, mais effectivement, je ne savais pas que c'était pour lutter contre la faim et le froid. Ça. Ah oui, c'est pour lutter contre la faim. D'accord. Et ça donne de l'énergie, hein, même si on ne mange rien. C'est la sécrétion de dopaminergique, entre autres, bien sûr. D'accord. Voilà un peu, j'ai pensé à vous faire ça, c'est parce que c'est pour comprendre un peu le système de récompense et de renforcement. D'accord. Vous voyez, la voie verte, tout à l'heure, il y avait deux voies, il y a verte et rouge, Oui. de renforcement et d'inhibition. À force d'être addict à quelque chose, tabac ou autre, l'autre voie, il n'existe plus.
Et l'objectif, c'est de l'activer. Et pour l'activer, c'est lui donner la parole. Et pour lui donner la parole, c'est justement de mettre en place des systèmes de dire tout à l'heure, je vais diminuer, je vais arrêter ça. Au lieu de fumer 2 cigarettes, là, vous lui donnez la chance de s'exprimer. Et à force de lui donner la chance de s'exprimer, elle peut prendre le dessus sur l'autre voie stimulatrice et de renforcement. D'accord, et c'est ce qui permet de diminuer justement la dépendance à la substance. Tout à fait. D'accord. Vous, par exemple, tous les gens qui fument, ou qui ont fumé, ou qui fument, et ils ont déjà préparé leur programme d'arrêt ou de diminution. Et il y a plusieurs échecs. Moi, je ne considère pas ça comme un échec. Moi, vous allez voir tout à l'heure, c'est une boucle. C'est que on essaye, on arrête, on diminue. Ça, c'est très, très bien. J'encourage toute personne justement à faire des essais, d'arrêter, de diminuer, parce que c'est ça qui va entraîner le renforcement de la voie inhibitrice. D'accord. Vous Ok. voyez, Oui, je vois. et surtout qu'on ne refait pas les mêmes erreurs. Oui, donc ça reste, c'est pas un échec, ça reste, Non, on avance dans le non, processus, c'est pas quoi. un échec, c'est jamais un échec, non, c'est pas un échec. Ok. Voilà un peu le Merci système de beaucoup. récompense qui est valable pour toute notre vie. Ça veut D'accord. dire tout ce qui nous entoure autour de nous, tous les chemins mènent à Rome. Et c'est ça, et Rome, c'est ça, c'est la dopamine. D'accord, ok. Voilà. Tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, il est lié au système de récompense. On reçoit une belle nouvelle, et ben on a la sécrétion de dopaminergique équivalente. D'accord. On fait du sport, c'est la même chose. On réalise un exploit. Réussi quelque chose, Tout à fait. Voilà. D'accord. Sauf que l'homme, il cherche toujours le maximum. Du coup, il cherche la substance dans son environnement. Alors, pourquoi devient-on dépendant? Alors, ça, c'est une très bonne question. Pourquoi tout le monde ne devient pas dépendant? Et ce n'est pas tout le monde qui devient dépendant. Je ne parle pas du tabac seulement, je parle aussi de l'alcool, mais ce n'est pas notre sujet. Mais c'est vrai que le tabac est différent. On ne peut pas comparer le tabac à l'alcool. L'alcool, c'est autre chose. Le tabac, on peut continuer à fumer, ça ne désocialise pas, ça ne détruit pas un foyer, ça ne détruit pas un travail. C'est juste que un jour, peut-être, vous avez une chance sur 10 d'avoir un cancer et de mourir en silence, où vous n'aurez rien fait de mal à personne, sauf de laisser la famille dans le désarroi, c'est tout. Contrairement à l'alcool, avant de mourir, ce n'est pas toujours le cas, et il détruit tout ce qui est autour de lui. Vous voyez, c'est-à-dire on perd la famille, on perd la femme, l'homme, on perd les enfants, on perd le travail, on perd les amis, jusqu'au jour où il ne reste rien, et du coup, il n'y a aucun intérêt d'arrêter. Voilà un peu la différence par rapport à l'alcool. Alors, s'il y a une dépendance, c'est parce qu'il y a 3 facteurs, il y a 3 éléments qui déterminent la dépendance. Il y a un facteur lié au produit, dépendance, complications sanitaires, psychologiques et sociales. Il faut facteur individuel, vulnérabilité ou de résistance. Il y a aussi un aspect génétique. On dit que les alcooliques, ils ont une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire chez la descendance, c'est-à-dire une personne qui naît de parents ou de grands-parents alcooliques, elle a plus de chances de devenir alcoolique que les autres personnes. On a biologique aussi, et bien sûr, le côté psychologique. Après, il y a l'environnement dans lequel nous vivons, familial, ou bien au travail, ou bien à l'extérieur, professionnel. Alors, ça veut dire que pour qu'il y ait addiction, il faut qu'il y ait un individu, un produit, un milieu, un environnement. Du moment qu'on a ces 3-là, on crée l'addiction. Dans le cas du tabac, et que si on reste dans le milieu professionnel, toute personne qui fume, ça ne veut pas dire que c'est le milieu de travail qui l'a incité à fumer, non. Mais l'exigence des postes, des fois, la complication du poste, l'environnement de travail peut inciter ou à maintenir ou à renforcer une addiction au tabac. Par l'exigence du poste, par l'effet d'entraînement pour s'intégrer à un groupe, pour prendre une pause, pour décompresser, parce qu'il y a un travail physique ou intellectuel assez soutenu, et le seul moment pour, au lieu d'aller s'étirer, de lever les pieds et tout, on va aller fumer et prendre une pause. Et bien sûr, bien sûr, on peut aussi fumer à domicile, du moins on l'a appris à l'extérieur, et on continue à fumer ou on renforce la prise de cigarette au travail, comme je viens d'expliquer, à cause de tous ces éléments que je viens de citer. Ça peut être aussi sans aucune raison, c'est juste parce qu'il faut le faire, parce qu'on a l'habitude de faire. Mais comme on disait tout à l'heure, si on fume, c'est parce qu'il y a une raison. C'est pour lutter contre le stress, contre l'isolement aussi, pourquoi pas, contre la fatigue,
contre le froid. Hein, c'est prouvé. Les gens sur le chantier, ils fument beaucoup plus que les gens qui sont dans un bureau parce qu'il faut lutter contre le froid. C'est une manière de lutter contre le froid, comme l'alcool d'ailleurs. Hein. Voilà un peu les éléments qui peuvent renforcer ou qui nous entraînent dans un système d'addiction. Alors, il faut se souvenir, individu, produit, environnement. Alors, bien sûr, dans la dépendance au tabac, contrairement aux autres dépendances, on a les dépendances physiques et psychologiques qui sont pratiquement communes à toutes les addictions, que ce soit l'alcool, le cannabis, héroïne, cocaïne. Et dans le tabac, on a la dépendance comportementale. La dépendance comportementale, c'est la gestuelle, c'est l'habitude, c'est le rituel. Le tabac, fumer une cigarette, ça répond à toute une symbolique, à tout un rituel, à toute une gymnastique comportementale, si j'ose dire ce mot, qui l'accompagne. Et ça, c'est très, très, très difficile à s'en passer. Parce que dans l'aspect physique, c'est le signe de manque, c'est l'énervement, les tremblements, la sueur. Bon, ce n'est pas très, très, très prononcé, mais ça reste des symptômes qu'on peut ressentir à l'arrêt. On a l'aspect psychologique, c'est le réconfort, hein, tout le réconfort que ça peut nous entraîner, ça peut nous stimuler de ce sens, et le stress à l'arrêt, l'énervement à l'arrêt, voilà, tout l'aspect psychologique qui peut être perturbé à l'arrêt. Et bien sûr, on a la composante comportementale qui est très, très difficile, qui se rajoute et qui complique un peu l'arrêt, c'est un réflexe automatisant, un réflexe automatique, d'un automatisme de la gestuelle, prendre à fumer, aller réfléchir, allumer la cigarette, allumer le briquet ou le feu, allumer la cigarette et aller dans un endroit bien sûr adéquat. Voilà, c'est toute une symbolique, toute une gestuelle qui s'est automatisée, qui s'est ancrée dans le cerveau et qui est difficile, et qui se rajoute à la difficulté d'arrêt du tabac. Alors, là, je vous en parle un peu de cette préparation à l'arrêt. Vous allez voir dans cette boucle, c'est une boucle continuelle qui n'arrête pas. Hein, qui n'arrête pas. Ça veut dire, on pense à l'arrêt, on essaie d'arrêter, on se prépare. Bon, ça peut prendre chez les uns et les autres, ça sera différent, hein, le temps d'arrêt. Hein. Il y a des gens qui s'arrêtent d'un seul coup, d'autres il faut du temps, d'autres c'est des années. Et pendant ces années, il a déjà avancé. Hein. Décide d'arrêter, envisage d'arrêter, ou bien il est fumeur satisfait, et dans ce cas-là, il est content, ouais, pourquoi arrêter, pourquoi changer, il n'y a aucun intérêt. Et si on est sur cette histoire-là, on recommence la boucle, voilà, et jusqu'à jour où on passe à l'action et on arrête complètement le tabac. Il faut savoir, toutes les expériences que vous avez eues, ce n'est pas un échec, au contraire, c'est des expériences, vous avez aussi offert le temps à votre corps de goûter à l'arrêt aussi, hein, au bienfait de l'arrêt, et ce n'est qu'un éternel recommencement. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi dire, voilà, au bout de quelques années, dire, voilà, la boucle, elle n'arrête pas de tourner, il faut que je passe à l'étape suprême, c'est l'arrêt total. Tout ça, c'est pour vous dire que cette boucle-là, elle a un intérêt, c'est jamais un échec, il y a toujours un intérêt, et il y a toujours une expérience, et c'est jamais un échec. Alors, quel bénéfice dans l'arrêt du tabac? Vous allez voir que quand on arrête le tabac, le bénéfice il est ressenti assez rapidement. Et même de diminuer le tabac, ça permet déjà de ressentir ses effets. Bien sûr, il faut aussi écouter votre corps, il faut aussi donner le temps à votre corps de l'écouter et que vous ne soyez pas submergé ou envahi par le stress, l'angoisse de l'arrêt aussi. C'est ça le problème, c'est que quand on arrête sans aucune aide, ben, tout le bien-être physique qu'on peut ressentir au bout de 20 minutes, 8 heures, 12 jours, une semaine, il est obsolète devant les signes de manque que peut ressentir. Du coup, c'est important que vous arrêtez, que vous soyez accompagné et qu'il y ait un moyen de compenser le manque en nicotine. Alors, on reviendra tout à l'heure pour vous en parler un peu des moyens utilisés pour l'arrêt. Alors, en 20 minutes, la pression sanguine et le rythme cardiaque redevient normal. 20 minutes.
8 heures plus tard, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. Le monoxyde de carbone, c'est le gaz indolore, incolore, qui peut tuer d'ailleurs quand on a une cheminée par exemple, pas pour la cigarette, mais qui occupe la place de l'oxygène transporté par le sang. Du coup, l'oxygène qui est transporté par le sang au niveau des organes vitaux, il va être moins chargé parce qu'il y a le monoxyde de carbone qui prend sa place. En 2 jours, 48 heures, le goût, l'odorat reviennent. Comme je disais, à condition que vous ne soyez pas envahi par les signes de manque. En une semaine, la circulation sanguine s'améliore. Un an, le cerveau, le risque d'action vasculaire, il devient nul. Le risque cancer des poumons, il diminue de moitié. Et l'espérance de vie est celle de l'individu qui ne fume pas. Vous voyez, tout a l'intérêt. Maintenant, je disais que cet intérêt n'a que de sens que si on n'est pas submergé, on n'est pas envahi par le syndrome de manque. Est-ce que vous en connaissez un peu sur le syndrome de manque? Et combien de temps dure-t-il? Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Moi, je dirais qu'il y a les signes de manque qu'on a vus tout à l'heure dans un syndrome, les signes cliniques. Après, combien de temps dure-t-il? Ça, je ne sais pas. D'accord, oui. Bonne question. Effectivement, signes de manque qu'on peut ressentir à l'arrêt, qui peuvent être troubles physiques et psychologiques. Après, on en parlera de l'aspect comportemental. Alors, l'insomnie, elle peut durer moins de 4 semaines. L'augmentation de l'appétit ou du poids qui peut aller au-delà de 10 semaines. L'humeur dysphorique ou dépressive, combien de personnes qui fument et le compagnon, la compagne lui dit allez, retourne dans ta cigarette, je n'ai marre de supporter ton excès d'énervement. Je pense que, même si on ne l'a pas vu directement, mais les gens en parlent régulièrement, que des fois c'est le conjoint qui pousse à retourner à la cigarette parce que c'est agaçant, c'est énervant, l'humeur dépressive, l'humeur agaçante. Voilà, on préfère qu'il retourne dans son monde. Hein. Alors, difficulté de concentration, moins de 4 semaines. Agitation ou impatience, 4 semaines aussi. Irritabilité, frustration ou colère, moins de 4 semaines. Envie impérieuse de fumer, supérieure à 10 semaines, presque 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Tout ça, c'est des symptômes, c'est des signes de manque qu'on peut ressentir à l'arrêt. Médecin de travail, bonjour. Ah. Alors, maintenant, quelles sont les solutions pour arrêter de fumer? Est-ce que vous en connaissez des solutions? Tout à l'heure, quelqu'un qui m'a parlé de laser. C'était moi, c'était Christine. Oui. Alors, moi, je dis, tant que médecin, tous les moyens sont bons. Du moment que vous avez trouvé votre moyen, moi, je pense qu'il faut l'utiliser. Il n'y a pas de technique qui marche mieux qu'une autre. À vrai dire, il faut se renseigner. Il y a le laser, il y a comment s'appelle, l'hypnose qui marche aussi, mais il faut que la personne soit compétente aussi. Voilà, il y a la technique de thérapie, c'est par rapport au traitement par l'oreille. Il y a aussi les médicaments et il y a les patchs. Excusez-moi, c'est le laser. Alors, moi, je ne connais pas. Ça se passe. Je ne peux pas me permettre de parler des choses qui n'ont pas fait leur preuve, du moins scientifique. D'accord. C'est-à-dire, en tant que médecin, moi, je dis qu'il faut utiliser tous les moyens nécessaires. Non, mais j'étais un peu curieuse de savoir. Si... Alors, je ne sais plus comment vous appelez, mais c'est vous qui avez essayé le laser. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est Christine. En fait, c'est une séance de laser c'est une personne qui utilise le laser. Ça utilise les points dans l'oreille également. Alors, très honnêtement, moi, je l'ai fait l'année dernière en juillet. J'avais décidé d'arrêter de fumer. Oui. Qui a fonctionné. Alors après, il faut avoir aussi la volonté, hein, comme dit le médecin. C'est vrai que quand j'y ai été, j'avais tout jeté, hein, tous mes paquets de clopes, je sais pas, un tabac et autres. Ça a très bien fonctionné parce que j'avais plus cette envie de fumer, mais j'avais encore des tics et des tocs. Et malheureusement, un accident m'est arrivé, un décès.
Et puis, je suis repartie comme une plus belle à fumer. D'accord. En tout cas, pour l'avoir vécu, en tout cas de juillet à mai de cette année, c'est quelque chose qui avait bien fonctionné, puisque vraiment du jour au lendemain, j'avais plus envie de fumer. Moi, quand je suis sortie de ce centre, euh, j'ai allumé une cigarette et machinalement, je l'ai écrasée de suite. D'accord, merci. Tous les moyens sont bons. Moi, je ne. Voilà, et du moment que vous en parlez, il y a des gens qui recommandent l'opérateur, ça sont sérieux et tout. Je pense qu'il faut utiliser tous les moyens. Mais c'est vrai qu'en tant que médecin, on est limité aux conventions médicales, du moins à ce que les professionnels on va dire, notre tutelle, les scientifiques, ont mis en place et ce qui a fait ses preuves sur le plan scientifique. Mais ça ne veut pas dire que les autres techniques ne marchent pas. Non, loin de là. Moi, en tant que tabacologue, en tant qu'addictologue, je dis que tous les moyens sont bons. Bien sûr, il ne faut pas utiliser n'importe quelle technique de charlatan ou autre, mais du moment qu'il y a des gens qui ont utilisé le laser, eh ben, écoutez, oui, pourquoi pas. Ça peut être utile aussi. Du coup, pour nous, médecins, c'est qu'il y a deux moyens, du moins, qui ont leur utilité en médecine, c'est la substitution nicotinique ou médicamenteuse. La substitution nicotinique, est-ce que vous en connaissez un peu? Est-ce que quelqu'un qui a déjà utilisé les patchs nicotiniques parmi vous? Oui, justement, moi, Gonala, je l'ai fait. J'ai réussi à arrêter de fumer pendant 6 mois. Eh ben, Et formidable. dernièrement, j'ai essayé d'arrêter, mais je pense que j'ai mal évalué mon addiction. Donc, résultat, j'ai été assez malade. Alors, effectivement, tout à l'heure, je disais, il faut une aide pour passer le cap des signes de manque. Ouais. Et la substitution nicotinique permet l'accompagnement. Ça veut dire, après, il va avoir la dépendance comportementale et psychologique qu'il faut gérer aussi. Parce que les patchs ne vont pas gérer ça. Exact. Vous voyez, les patchs vont gérer tous les signes physiques et à un moindre degré psychologique pour éviter justement le débordement et l'échec et vous donner votre dose de nicotine. Alors, sur le marché actuellement, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que les substituts nicotiniques sont pris en charge à 100% entre la sécurité sociale et les mutuelles. 65% sécurité sociale et le reste, c'est les mutuelles. Ils ont l'obligation de couvrir cette dépense sans aucune limite en argent, en temps ou quoi que ce soit. Ah ouais. Et ça, c'est depuis 2019. Très bien. Voilà, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens, moi quand je fais des présentations, il y a des gens qui ne savent pas que Moi, personnellement, je me suis auto-médiquée. avec les patchs, Ouais. c'est remboursé. Moi, j'ai une question justement parce que la nicotine, excusez-moi, je vous coupe, la nicotine, elle a vraiment aucun effet néfaste en elle-même. C'est ce que j'allais vous dire justement, c'est que si vous voulez, je vous fais un petit quiz, et c'est ce que j'ai prévu de faire. Là, ça fait, on a encore un peu de temps devant nous normalement. C'est bon ou pas? Oui, oui. Ouais. Alors, je vais vous présenter un petit quiz et vous allez savoir, c'est intéressant et ça va répondre à toutes vos questions et enlever toutes les ambiguïtés. Alors, la substitut de tabac produit des substances très toxiques pour l'organisme. On va aller vite là où il faut. Alors. Ouais. Ben oui, c'est vrai, ça c'est, comme vous le savez tous. Quel produit le moins dangereux dans la famille de tabac? La nicotine, le monoxyde de carbone, le goudron ou bien l'acétaldéhyde, à votre avis? La nicotine. Effectivement, la nicotine. Alors, répondre à la question de madame, la nicotine n'a aucun effet toxique sur l'organisme humain. La seule chose, la nicotine, c'est elle qui maintient la dépendance. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est dangereux, mais c'est ce qui est la cause de la dépendance, justement. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est la cause aussi de votre sécrétion dopaminergique. Oui. C'est ça qu'on Et cherche. du coup, on peut en consommer de façon limitée. Alors, la nicotine, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui fument, qui prennent la cigarette électronique, ils fument de la nicotine. Ouais. Je ne fais pas la promotion de la cigarette électronique, mais la cigarette électronique, ce n'est que de la nicotine et de l'eau qui s'évapore. Ouais. Il n'y a rien dedans que ça. Bien sûr, la nicotine, la cigarette électronique, je ne fais pas la promotion, je le répète encore, parce que je n'ai pas un dispositif médical,
Mais le seul souci de la cigarette électronique, c'est que quand la qualité n'est pas bonne, elle peut exploser et le produit peut être parfumé avec des produits, des parfums qui peuvent être allergisants. Bah oui. D'accord. Et bien sûr, on peut augmenter notre dépendance à la nicotine parce qu'on augmente aussi la concentration. Ok, D'accord. merci. Autrement, la nicotine, c'est le produit dépendant par excellence, mais n'a aucun autre effet, mis à part cette dépendance. Mm. Alors, ça répond à votre question. Alors, la nicotine responsable du cancer du poumon, à votre avis? Faux. Enfin, faux, effectivement, c'est pas lui. Hein. Dans la famille de tabac, les substances psychoactives agissent directement sur le cerveau. Oui, Oui. Bah oui. je vous réponds. Ouais. Je ne fume jamais de cigarettes manufacturées, car le tabac à rouler est moins toxique. À votre avis? Ah, c'est une bonne Faux. question. Moi, je me posais cette Eh oui, question aussi. Un peu moins parce qu'il n'y a pas de papier, mais ça reste quand même. Non, il y a le tabac, quoi. Pour moi, c'est C'est faux, sauf si Pour moi, c'est c'est un faux. tabac sans agent de saveur. Ça serait Ah, effectivement. légèrement moins toxique. Mais Eh sinon, ben, c'est écoute, faux. c'est faux, oui, parce que on peut concentrer plus de tabac dans la cigarette, contrairement à celles manufacturées, où elles ont déjà leurs grammes, il n'y a aucun excès. Par contre, dans la cigarette non manufacturée, pardon, en vrac, on peut doser notre cigarette encore plus. Mais en soi, dans la cigarette en vrac, il y a les mêmes composants ou... Tout à fait, c'est la même chose. La même C'est chose, juste, hein. c'est juste qu'ils l'ont pas mis sous en forme de cigarette, c'est tout. Ok. Du coup, elle peut être plus dangereuse que la cigarette manufacturée. Fumer diminue mon stress, à votre avis? Oui. Vrai. Alors, là, c'est une fausse idée aussi. Parce que tout à l'heure, effectivement, on avait dit, on fume, ça parce qu'il y a l'intérêt. C'est pour gérer notre stress, c'est pour la dépression éventuelle, c'est pour se sentir moins seul, c'est pour se donner un peu se booster un peu. Effectivement, au départ, ça peut jouer sur le stress. Mais après, par la suite, le stress, du moins on ne sait plus qui est le stress de la vie quotidienne et le stress qui est dû au manque de nicotine. Ouais. Parce que quand l'image que vous avez vue tout à l'heure, la vidéo, vous avez vu quand le cerveau déprime et qu'on injecte des produits, peu importe, là, il se ressuscite. Ouais. C'est parce qu'on est dépendant du produit. Ouais. Et notre humeur, que ce soit triste ou humeur joyeuse, dépend du produit. Du coup, le stress qu'on ressent dans la vie quotidienne, et en grande partie, c'est dû au manque de nicotine. Du moins, il est corrélé à notre dose en nicotine. Donc, quand en fait on dit que le fait de fumer, par exemple, les gens qui fument pour diminuer l'anxiété, le stress et tout, en fait, c'est ce qu'ils pensent, mais pas du tout, ça va aggraver la chose, en fait. Ben oui, c'est que, parce que quand on est stressé dans la vie quotidienne, effectivement, on peut stresser, on a l'habitude de se soulager par la nicotine, par la cigarette, mais après, on ne sait plus, est-ce que c'est par manque de nicotine, ou bien c'est on était contrarié, ou bien les deux à la fois, qui accentue le stress. C'est Ce plus qui dans est quel sûr, sens c'est, quoi. Ouais. ce qui est sûr, c'est que la diminution en nicotine entraîne cette déprime du cerveau qu'on a vu tout à l'heure et réclame le produit. Ah oui. Du coup, la nicotine, elle entretient le stress. Du coup, d'ailleurs, on fume, on est bien. Alors, la nicotine, elle arrive dans le cerveau en 7 secondes. 7 secondes. 7 secondes. D'accord. Et on a beau arrêter de fumer, Quasiment les récepteurs nicotiniques, ils sont régénérés immédiatement après avoir tiré sur une cigarette, même si on arrête 4 ans plus tard. Mais quand vous dites la nicotine, elle entretient le stress, enfin, moi en tout cas, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. J'allume une cigarette pour diminuer mon stress. Diminuer, vous avez bien dit diminuer. Oui. Vous allez diminuer le stress qui est dû au manque de nicotine. La Mais pas le stress. Je vais dire une bêtise, mais le fait d'inspirer et d'expirer, en fait, parce qu'il faut, bah voilà, quand on tire une taffe vulgairement, et ben peut-être que c'est ça aussi sur le coup qui peut apaiser, parce qu'il y a des côtés méditatifs dans la respiration, etc. Donc c'est peut-être ça qui a un faux semblant. Oui. Je sais pas. Alors, il y a tout un mécanisme qui met en jeu plusieurs processus. Ouais, le geste, comme vous disiez aussi. On avait dit tout à l'heure comportemental. Ah ouais. C'est ça. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est moins résistant au stress du coup? Parce qu'en plus vient s'ajouter le stress du manque. Tout à fait, tout à fait. C'est ça la question aussi. Vous prenez les gens qui deviennent obèses. Ils ne deviennent pas obèses parce qu'ils ont envie d'être obèses. Non. Parce qu'ils ont
une addiction au sucre et à force de manger, ils n'arrêtent pas, même s'ils se voient qu'ils sont en train de grossir, il va exploser, mais ils n'arrêtent pas parce que le plaisir de manger par rapport au stress, ce sucre et par rapport au système de récompense est plus important par rapport aux conséquences qu'on voit sur la vie quotidienne. Et on a beau lui dire à quelqu'un qu'obèse, il faut arrêter de manger, il dira oui, mais viens me dire comment. Et pourtant, il le voit. Tout le monde lui dit en plus, le tabac, personne ne peut vous dire que vous avez un cancer, il ne voit rien du tout. Ouais, Ou bien que vous avez votre cœur qui fonctionne mal, il ne voit rien du tout aussi. C'est le médecin. Mais l'obèse, on le voit, mais rien n'empêche, il n'arrête pas. C'est parce qu'il compense son stress, son mal-être, son manque par la nourriture et il n'arrête pas. Il faut toute une psychothérapie, toute une prise en charge pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Du coup, il faut savoir le stress de la vie quotidienne que vous aviez, qu'on a tous à un moment donné de notre journée, il se rajoute le stress de manque de nicotine. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre aussi. Ouais. Et on se dit, ah, je fume, je me sens mieux. Bien sûr que vous allez vous sentir mieux, du moins par rapport au manque de nicotine. Déjà, on aura réduit ce stress-là. Après, quand on n'a pas de cigarette, on n'a rien, on a un stress, voilà, après, on a plusieurs manières de gérer son stress, même si des fois, ça ne passe pas tout le temps. Voilà, c'est inquiétude de la vie, des enfants, du travail. Après, il faut compenser par autre chose. Il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui mangent. Ouais. Ça aussi. Oui, non, mais c'est pour ça que. Non, mais la peur de grossir, c'est un facteur pour moi. Justement, c'est prévu dans la présentation. Grossir, effectivement, quand on arrête de fumer, le tabac, la nicotine, c'est un coupe-faim. Quand on arrête de fumer, on a l'appétit ouvert, effectivement. Du coup, normalement, si on contrôle notre nourriture, c'est pour ça qu'on demande toujours qu'il y ait un contrôle, on ne récupère que le poids idéal. Parce que la plupart, quand je dis le poids idéal, ça veut dire 1 ou 2 kilos qui nous manquent par rapport à notre taille. Et bien sûr, si on se laisse submerger par cette peur, par bien sûr ce stress et la compensation de ce manque, facilement, on peut prendre des kilos et des kilos. Ouais. Ça aussi, souvenez-vous, par rapport au système de récompense, c'est le sucre. En fait, on remplace une addiction par une autre. Tout à fait, tout à fait. Et même physiquement, moi, je l'ai expérimenté quand j'avais arrêté le tabac pendant 4 ans. Vraiment, pendant plusieurs mois, j'avais plus la même satiété en plus. C'est-à-dire que c'est pas que l'appétit, c'est que oui, j'avais faim naturellement. Et quand je mangeais, ça me comblait pas. Donc vraiment, c'est hyper dur de gérer ça parce que dire au corps non, j'ai plus faim alors que il a encore faim. Alors, c'est une période de transition normalement qu'il faut faire attention. C'est pour ça que des fois, on demande à ce que vous soyez accompagné par un diététicien. Bon, après ça, la facture va exploser. C'est pas bien aussi. On va revenir à la cigarette, c'est encore mieux. Il faut se mettre à l'esprit que quand on arrête, on peut prendre du poids. Du coup, il faut faire attention à ce qu'on mange, surtout les premiers mois. Et c'est pour ça aussi qu'on se fait accompagner par des patchs nicotiniques. Parce que du coup, les patchs nicotiniques réduisent l'appétit. À dire les patchs nicotiniques, on aura la nicotine. Dans la cigarette, nous, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est tous les produits cancérogènes toxiques. Non, mais c'est vrai, j'ai arrêté pendant quasiment 6 mois et je n'ai pas vraiment grossi, peut-être 1 kilo. Mais... Oui, à vrai dire, c'est que quand on se fait accompagner par les patchs, c'est pour ça qu'on ne recommande pas d'arrêter, même s'il peut y avoir un déclic, c'est que les patchs compensent le manque, du moins notre dose quotidienne. Et normalement, on n'aura pas cet appétit. Et c'est quand on commencera à diminuer, après, c'est un apprentissage. Ça veut dire, quand on commence à diminuer le dosage en nicotine pour s'en passer au bout de 3 mois, 4 mois, là, il faut chercher les autres centres d'intérêt. Chacun de nous, parce qu'on a des profils addictogènes, on a tous un profil addictogène quelque part. Après, il peut y avoir plus important chez les uns que les autres. Il faut compenser ce manque par autre chose. Chez les gros addictogènes, par le sport, je ne demande pas de compenser par l'alcool, ni par le cannabis, ni par autre chose. Non, il faut faire attention quand même. Mais on va dire par le sport, par l'activité à l'air libre, par la marche. Tout ça, ça permet d'équilibrer.
Ouais. Alors, si je reviens maintenant, alors, si je continue, alors, le tabac n'entraîne pas de forte dépendance. Ben oui, le tabac, c'est celui qui rend le dépendant le plus après l'héroïne, cocaïne et les extasies. Vous imaginez? Il est moins dépendant que l'héroïne et... Non. Non, il est plus. Alors, je disais qu'il est en troisième et quatrième position. D'accord. C'est-à-dire, on a C'est pas la l'héroïne, substance la plus qui entraîne héroïne, la plus de dépendance. c'est l'héroïne. D'accord. Après, c'est la cocaïne. Ouais. Après, c'est l'MDMA. D'accord. Et après, Je pensais que c'était c'est le tabac. après, c'est le tabac. D'accord. L'alcool, après, c'est le tabac. Après, c'est les médicaments, les Valium et apparentés. Hein. Ouais. L'alcool, il vient loin derrière. Et pourtant, les dégâts, on les a plus avec l'alcool. C'est Ouais. peut-être plus long de devenir alcoolique que addict au tabac. Tout à fait, tout à fait. Mais l'alcool, les ravages de l'alcool, c'est que une fois que l'alcool, ça va détruire tout ce qui est autour de vous, contrairement au Non, tabac. personnellement, l'alcool, vous savez, je suis d'origine bretonne, j'ai vu les ravages. Voilà, écoutez, très bien, voilà. Du coup, le tabac, ça ne dérange personne, si j'ose dire, si je peux me permettre de dire ce mot. C'est juste toujours où vous mourrez peut-être par un cancer, ou voilà. Voilà. Mais les dégâts, voilà, sont très importants. Mais ça ne détruit pas une famille, un travail. Non, moi, j'ai jamais vu quelqu'un perdre son emploi parce qu'il fume. Ouais. Ouais, Mais j'en ai vu des gens qui perdent leur travail, leur foyer parce qu'ils sont alcooliques. Ah bah oui. Ça, Voilà, c'est voilà un peu la destructeur. différence. Alors, si je parle un peu des patchs nicotiniques, on a les patchs nicotiniques qui sont dosés, qui peuvent être prescrits par pratiquement tout le monde maintenant. Nous, médecins de travail, infirmières au travail, médecins traitants, chirurgiens dentistes, pharmaciens, non, il y a un conflit d'intérêt. Sage-femme aussi. non Sage-femme, tout à fait. Sage-femme, tout ça peuvent prescrire les patchs nicotiniques. D'accord. Bah, Vous écoutez, voyez, c'est intéressant. oui. Et en plus, on a une grande gamme, à savoir les patchs qui sont dosés de 7 jusqu'à 21. On a les gommes à mâcher, on a les comprimés. Alors, il faut faire attention, les sprays et l'inhalateur ne sont pas remboursés. D'accord? Ceux qui sont remboursés, c'est les autres. D'accord. Voilà. On Et rembourse ça, pas alors, c'est une très bonne question. Le spray et l'inhalateur sont des très bons substituts nicotiniques. Ouais. Je ne sais pas. Et en plus de très bons substituts, c'est dommage de pas. Oui, non, mais vous avez raison. Ouais. Je sais que la Société française d'éthologie clinique a demandé leur prise en charge, mais on n'a jamais reçu de réponse positive. Je pense que c'est par rapport à leur coût C'est très peut-être plus cher cher. et Ouais. qui sont fabriqués à l'étranger. D'accord. Parce que c'est vrai que je pense à l'inhalateur, ça reproduit un peu la gestuelle de la cigarette. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, voilà, on a pas mal de choses aussi qui sont remboursées parce qu'on essaie de. C'est-à-dire ceux qui sont remboursés, c'est sans fabrication, du moins, ils sont français. D'accord. Après, je ne peux pas vous dire que c'est la bonne réponse pour ce refus. Mais je sais qu'on privilégie les produits, d'ailleurs, dans les patchs, il va y avoir une trentaine qui ne sont pas homologués, du moins, ils sont pas, que vous pouvez trouver dans la pharmacie, mais qui ne sont pas remboursés. Mais on a 300 ou 400 remboursés. Je n'avais jamais entendu parler des sprays. Oui, spray, oui. Alors, des sprays, c'est pour un manque immédiat, intempestif, à l'instant T, qu'on soulage par le spray, avec une bonne diffusion au niveau des muqueuses et qui arrive au cerveau assez rapidement. D'accord. Voilà. Après, on a des médicaments, Champix, bon, ça c'est prescription médicale Et juste pour le spray et l'inhaleur, ça coûte combien du coup si c'est pas Alors, un spray, je ça pense coûte cher qu'une bouteille, il y a 2 flacons dans un emballage, je pense que c'est 15 €. 15 € pour 2 flacons, d'accord. Oui, je pense. Ok. Parce qu'on les a achetés pour faire des démonstrations. Et si je ne me trompe pas, mes collègues la mettent. Enfin, quand vous voyez le prix des cigarettes. Oui, bon, Ouais. voilà. Mais il y a pas mal de choses avant le spray, les patchs et tout. Ouais. Voilà. Après, on a les médicaments, mais ça, c'est prescription médicale, sous surveillance. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas adepte de toute ma vie d'addictologue. Peut-être que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois parce qu'il nécessite une surveillance très, très, très particulière et avec des conséquences qui peuvent être très, très graves. Du coup, on n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on prescrit d'une manière aisée. D'accord. Voilà. Écoutez, en conclusion,
Bon, pour l'arrêt de tabac, motivation, supprimer les besoins, préparation mentale, confiance dans le projet, accompagnement. Alors, je pense que vous êtes tous motivés, vous avez toujours préparé le projet mentalement parce que vous avez déjà essayé ou réfléchi à essayer à arrêter. Et voilà, je pense que vous avez aussi confiance. Maintenant, éventuellement un accompagnement et on se lance dans l'affaire. Supprimer les besoins, c'est-à-dire, Alors, supprimer les besoins, ça veut dire on se réveille le matin, on fume une cigarette, on se dit, parce que c'est important, 5 minutes plus tard, est-ce que ça vaut la peine de fumer une deuxième? d'accord. J'ai envie de prendre ma pause. Si je ne prends pas ma pause avec ma cigarette, bah, c'est mal vu C'est mal vu, c'est-à-dire par la société, je ne par sais pas. rapport à la société, d'accord. Oui, par rapport à vos collègues. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Non, mais je ne sais je pas. prends pas de pause ou je prends une pause ailleurs. Oui, c'est vrai, je comprends, Non, d'accord. mais voilà, Ok. vous racontez une histoire. J'avais une dame en consultation. Son mari il avait été atteint d'un cancer. Et elle voulait en parler à son responsable. Elle est dans un bureau, dans une administration, pour lui dire d'être un peu clément si elle va en retard, si elle n'est pas très assidue par rapport à son travail, parce qu'elle a des manquements et tout. Et au bout d'un mois, elle n'a jamais pu lui parler. Mais une fois, elle l'a vu passer, le responsable est allé prendre sa pause de tabac. Oui. Et ben, elle a pris une cigarette, elle est partie fumer avec lui. Et Ah oui, ça s'est fait comme ça, du coup. elle a pu lui dire tout ce qu'elle voulait. Elle a pu communiquer avec lui, elle a pu communiquer avec lui et lui dire ses déboires, ses difficultés. Il l'a bien entendu, il a bien compris. Et depuis ce jour, elle fume avec lui. Voilà. Ah oui, donc Voilà. effectivement, quand c'est l'environnement, c'est ça ce qu'on parlait tout à l'heure, le facteur environnemental. Ben, effectivement, voilà, c'est les besoins qu'on se crée aussi. Hein. Voilà, j'ai besoin je suis stressé, je dois fumer, je vais faire comme les autres. L'intégration en groupe, c'est identification à un groupe aussi. Voilà, plusieurs choses. Hein. Quand Si, je moi fais aussi, j'avais eu un exemple comme ça où c'était une secrétaire, enfin, il y avait 2 secrétaires et elles travaillaient dans le même bureau. Il y en a une qui fumait, qui avait l'habitude de fumer Ouais. et l'autre ne fumait pas. Et elle est arrivée dans la boîte et bah, elle a commencé à fumer, en fait, comme ça. Et voilà. Et elle nous a dit, bah, c'est vrai que bah, son environnement de travail, il y avait quand même pas mal de fumeurs et notamment sa collègue. Donc, voilà. Et donc, elle s'y est mise, on va dire. Elle s'est mise, voilà, tout à fait. Voilà. L'effet d'entraînement. Hein. C'est ça. Ouais. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on aura la présentation? Voilà. Oui, oui, je pense que oui, bien sûr. Je ne vois pas d'inconvénient. J'ai juste demandé à mon service communication de vous l'envoyer sécurisé pour qu'elle ne soit pas changée. Voilà, c'est un message de Madame Braffman parce qu'elle a un petit problème de son. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur les consultations d'addictologie? Alors, oui, actuellement à la MET et jusqu'à la fin du mois, on fait des consultations addicto pour la prescription surtout des substituts nicotiniques. D'accord, très bien. On peut le faire avec vous. Hein, on peut le faire avec vous. Alors, moi, j'ai une liste de toutes les personnes qui ont assisté. Si vous êtes toutes partantes sur ça, je peux demander à mes collègues, que ce soit moi ou mes collègues infirmières qui sont addictologues, hein, ils font du bon travail. Hein. On est 3 à intervenir. Il y a moi, il y a mes collègues infirmières, 2 collègues infirmières. Et la première consultation, on vous prescrit les substituts nicotiniques si vous êtes d'accord et que si vous êtes partante. Et après, on programme au bout d'un mois un échange téléphonique par visio pour faire le point. Et après, effectivement, la suite, il faut c'est motivation, il faut continuer avec le médecin traitant. C'est-à-dire, nous, on assure au moins les 2 premières prescriptions de 2 mois. Ok, bah, de toute façon, moi, je serais désireuse de m'inscrire. Donc, bah, écoutez, j'ai la liste, j'ai coché toutes les personnes qui sont là. Éventuellement, je demanderai à mes collègues de programmer, de vous contacter si vous êtes partant pour une consultation par téléphone. Hein. Pas de souci, on n'a pas besoin de par visio, pardon. Et on va vous faire une prescription pour commencer cette belle expérience et belle aventure vers l'arrêt total du tabac. Ben voilà, parce que je vous ai dit personnellement, j'ai fait une erreur sur le dosage et j'ai été malade. Carrément. Bah, oui, alors il faut savoir que quand on a fait une erreur sur le dosage, c'est-à-dire on prend plus,
Alors, il n'y a pas d'overdose à la nicotine, hein, ça n'existe pas. Hein. Non, non, j'ai juste été. Voilà, nausée, Ah ouais, migraine, voilà, voilà, voilà. vaseuse et tout. Non, ça n'a Effectivement. pas été Non, si non. terrible. Ouais. Après, effectivement, il suffit de diminuer la dose, d'enlever le patch et tout rentre dans l'ordre au bout de la demi-heure qui suit. Voilà. Mais c'est vrai que si vous avez vécu une mauvaise expérience, ça peut vous freiner. Non, mais c'est parce que voilà, c'est en cela, je pense que l'accompagnement est utile, tout simplement. Bah, alors, dans l'accompagnement aussi, ce que nous, on ne peut pas faire parce que les délais sont très, très, très courts quand on vous reçoit en consultation, c'est que il y a qu'on appelle la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui est un accompagnement qui peut se faire avec un addictologue, au XAPA, ou je ne sais pas si vous connaissez le XAPA, mais effectivement, c'est un psychologue clinicienne qui connaît faire aussi les choses, qui est un appel au changement. Vous savez, la TCC actuellement, c'est très à la mode. Elle est utilisée dans pas mal de comme thérapie d'accompagnement. Effectivement, c'est d'appeler le changement. Très bien. Voilà. Mais nous, on va vous assurer la prescription, quelques informations pour évaluer votre dépendance et surtout votre dosage et les gestes, les choses à éviter pour les rechutes. Et surtout, ne pas considérer une rechute comme une défaite. Le rechute, ça fait partie du processus. Et ça peut se faire avec la mec dont on dépend ou c'est forcément avec vous? Alors, c'est avec nous. D'accord. À vrai dire, dans la NET, il y a plusieurs groupes de travail, de compétences, et la dépendance qui relève de notre, bien sûr, responsabilité, parce que c'est ce que nous demande la tutelle aussi, hein, de participer à la santé publique, la veille sanitaire et l'amélioration de l'état de santé des Français en général. Du coup, sur le plan addictologique, substances psychoactives et compagnie, c'est notre groupe de travail qui s'occupe de ça. Après, il peut y avoir des infirmières dans des centres qui maîtrisent aussi parce qu'on leur a fait une formation. Okay. Parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Hein. Elles ont Oui. toutes fait une formation là-dessus, toutes les infirmières pratiquement. C'est moi-même qui ai assuré la formation, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise pour la prescription. Okay. Du coup, si vous êtes d'accord, on va vous contacter un par un si vous voulez et vous dire si vous voulez vous lancer dans cette expérience avant la fin du mois sans tabac, même si ça peut continuer plus tard. Et voilà. D'accord? Oui, merci. Merci beaucoup. Ben, je remercie de votre patience, de votre écoute, hein, et à très bientôt. Merci. J'avais une dernière question. Est-ce que vous faites un prochain webinaire ou pas? Alors, c'est selon la demande. Effectivement, c'est une très bonne chose parce que le webinaire, ça permet d'échanger voilà, à distance. Ouais. Voilà. Ça peut être intéressant. Si vous faites une demande à notre direction, à Madame Sirou, je ne sais plus à qui vous avez fait ça, Ouais. on peut organiser un autre webinaire. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est peut-être un webinaire de suivi, en fait. Alors, ça peut pas, un webinaire suivi, ça ne peut pas se faire parce qu'un suivi collectif, ce n'est pas possible. Parce que ça rentre dans une consultation médicale qui est confidentielle. Ok, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui peuvent être en relation. Mais ça peut être intéressant, mais je pense que la déontologie médicale ne permet pas actuellement de faire ce genre de choses. Ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation, en tout cas. Merci. Allez, au revoir, merci.